faut être cohérent. Voilà, on ne peut pas tout attendre du Conseil national et ne pas lui donner les moyens d'y répondre. La proposition de loi de l'UM est sous-tendue par des préoccupations d'ordre éthique et moral, mais en l'état actuel de la situation, avec des parlementaires qui ont cette double casquette d'être à la fois conseillers nationaux, mais également salariés, professionnels de la vie civile, parfois avec des fonctions à responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas déjà de fait des conflits d'intérêts, des moments où ça coince quand même pour certains conseillers? Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se méfier de toutes les bonnes intentions. Hein, que les choses soient claires aussi, hein, je vois autour de nous, dans tous les pays démocratiques, les hauts fonctionnaires ou les ministres ne sont pas en fonction pendant les campagnes électorales. Hein, il y a un délai, évidemment, mais c'est à eux de décider. Et puis je répète, c'est aux monégasques un jour, aux électeurs en tout cas, de décider s'ils sont contents ou pas et s'ils votent ou pas pour les candidats. Oui, bien sûr que c'est dangereux de commencer à aller au fond de ces interdictions, parce que on est un petit pays, on est tous, on a tous des activités multiples, surtout que les élus ne sont pas des professionnels, ils ont donc tous des métiers. Allons au bout de la logique qu'on peut comprendre, respecter, mais qui n'est pas, à mon avis, applicable. On devrait, donc par rapport aux incompatibilités, est-ce qu'on devrait interdire à des gens qui ont, je ne sais pas, un avocat par exemple, qui siège au Conseil national, de réfléchir sur des lois qui concernent les avocats? Et si on va au bout de la logique, j'ai lu un petit peu les arguments donc, sur la proposition de loi, un conseiller national sortant, il a forcément plus d'informations, il a pu faire aussi, il a pu rendre service à des électeurs. Donc est-ce qu'il devrait aussi, pendant 18 mois, ne pas pouvoir être conseiller national par rapport à un candidat qui, lui, ne serait pas élu sortant? Vous voyez, je crois que tous les bons principes ont des limites, et dans une aussi petite communauté, méfions-nous des incompatibilités. Vous admettez toutefois un moment où il faut quand même se retirer de la vie publique. Quel serait pour vous ce délai? J'ai pas une opinion précise. Je crois qu'il faut faire confiance à la fois aux candidats et aux électeurs. Si les électeurs considèrent que ce délai est insuffisant, ils ne voteront pas pour le candidat. Non? Et puis, je vous dis, si j'observe la vie politique française, et en ce moment, ils ont leur principale élection qui est en cours, ben voilà, j'ai vu un Premier ministre qui a pris 4 ou 5 mois et un ministre des Finances et de l'Économie qui a pris 7 ou 8 mois, à titre d'exemple. Ça vous semble un délai raisonnable? Écoutez, apparemment, en tout cas, les électeurs du pays voisin ont l'air d'avoir accepté ces délais, oui, si j'en juge les sondages. La retraite des fonctionnaires, comment verriez-vous évoluer ce dossier? Alors, merci de poser cette question. Il faut bien, comme pour l'hôpital tout à l'heure, donc les chantiers, c'est pas les affaires sociales, hein, et la retraite des salariés, c'est les affaires sociales, car le conseiller, par son poste, est président du comité de contrôle de la Caisse autonome des retraites des salariés. La fonction publique, ce ne sont pas les affaires sociales. Donc, la fonction publique est directement rattachée au ministre d'État, et donc c'est un projet qui est porté directement par le ministère d'État. J'entends donc le débat qui est lancé sur la retraite des fonctionnaires. Les chiffres, de quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui effectivement, je crois, d'environ 65 millions d'écart entre les cotisations des fonctionnaires et la retraite versée. Je constate sur les derniers budgets que nous sommes en excédent important, et tant mieux, nous avons des budgets très largement excédentaires. Nous avons un fonds de réserve constitutionnel qui doit être autour maintenant de 4,5 milliards. Donc on n'a pas, Dieu merci, de dette publique dans ce pays, on n'a pas de déficit budgétaire. Donc pour le moment, il n'y a pas d'urgence. Donc la retraite, elle est absorbée, elle est payée sans problème par le budget. Est-ce qu'il faut s'interdire un débat sur le moyen et le long terme? Non, bien sûr, il ne faut pas s'interdire ce débat. Moi je dis simplement, vous comprendrez dans ma fonction de conseiller aux affaires sociales, que les fonctionnaires sont des gens qui ont fait le choix de servir leur pays, de vouer toute leur vie professionnelle à servir Monaco et les résidents et les compatriotes, et ils ont droit à la protection de leurs acquis sociaux, ils ont droit à une bonne retraite dans ce pays. Donc il faut être extrêmement prudent, et je sais que les fonctionnaires sont très attachés à juste titre à la défense de leurs acquis sociaux. Voilà. Pour autant, on a réussi la réforme de la retraite des salariés parce qu'effectivement,
le moment était venu. Donc nous verrons dans les prochains mois, les prochaines années, ce que ce débat donnera. Est-ce que vous avez pris une bonne résolution pour cette année? Oui, perdre 3 kilos et faire un peu de sport, un plus de sport. Ah. Mais peut-être plus sérieusement, non, franchement, je crois que c'est le moment en début d'année de faire une introspection sur soi-même. Je me suis dit, continue à donner le meilleur de toi-même pour mériter la confiance que le prince t'a témoigné en te nommant dans ses fonctions, parce que c'était quand même pas évident. C'est la première fois dans l'histoire qu'un prince souverain demande au président élu du Conseil national de rentrer dans son gouvernement. Alors moi, ça m'oblige. Et je me dis, chaque début d'année, continue à faire le maximum parce qu'il faut que tu mérites sa confiance. Votre parcours professionnel, passion ou raison? D'abord passion. Moi, dans le métier, j'ai toujours eu 2 passions, la communication et la vie publique, la vie politique. Donc j'ai eu la chance et je m'en suis donné les moyens de pouvoir vivre de ces passions. Promocom d'abord et puis le Conseil national et le gouvernement ensuite. Pour quelqu'un qui a la passion de la vie publique, de l'organisation de la cité, de la contribution à la préparation de l'avenir de sa communauté, de son pays, c'est quand même d'abord être utile, quoi. C'est servir à quelque chose. Voilà. L'homme ou la femme de l'histoire qui vous fascine le plus? Moi j'ai une énorme admiration, je ne m'en cache pas, pour le général de Gaulle. J'ai une anecdote que mon père me raconte encore aujourd'hui. J'ai 7 ans, je regarde la télévision, mon père vient me chercher. Il me dit, c'est l'heure de dîner, maman t'attend, viens avec nous. Et le petit bonhomme de 7 ans, mon père stupéfait, je lui dis, non, papa, tu rigoles, tu vas m'empêcher d'écouter le général de Gaulle à la télé. Voilà. Cette admiration, je ne l'ai jamais perdue, sauf qu'après je l'ai mieux connu, j'ai lu son œuvre. Pour moi, c'est un modèle. C'est l'intérêt général toujours, avant les intérêts catégoriels et personnels. C'est l'esprit d'unité plutôt que l'esprit de parti, c'est la vision. Je crois que pour un homme politique, parfois, il faut voir un peu plus loin que les autres. Et il faut le faire avec courage. Quand le général de Gaulle parle de régionalisation, il n'est peut-être pas compris en 69, mais bon, qui aujourd'hui contesterait encore l'idée qu'il faut déconcentrer les pouvoirs vers les régions et vers le terrain, quoi. Le métier que vous ne dites pas président de la République? Ça, je savais que j'étais monégasque. Non, mais franchement, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Pour moi, c'était la communication. Mais quand même au-dessus, c'était la chose publique, c'était la vie politique. Ça a toujours été ma passion. L'avancée politique depuis un siècle à laquelle vous auriez aimé participer? Alors là, sans hésitation. D'ailleurs, il y a un film récemment qui repassait, je crois, sur une chaîne privée que j'ai regardé, ce sujet, c'est participer au droit de vote donné aux femmes. C'est quand même incroyable. En 1945 seulement, le général de Gaulle en France, le prince Régnier III, 1962 à Monaco, c'est tout récent. Quand on regarde l'histoire politique de l'Europe, c'est tout récent. Et c'est tellement évident. Voilà, franchement, avoir associé son nom à ça, ça m'aurait fait plaisir. Votre définition du social? Le social, c'est accompagner le mieux possible ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus faibles, les enfants maltraités, donc ça c'est notre foyer de l'enfance à Monaco, les personnes âgées dans la vieillesse, dans la dépendance, les chômeurs, les malades, voilà, les accompagner au mieux. Et alors ça ne veut pas dire tomber dans l'assistanat. Et ça je tiens à le dire parce que certains ultralibéraux qui n'apprécient pas notre modèle social et le coût qu'il impose, mais à juste titre, et que nous pouvons, on l'a vu tout à l'heure, largement supporter en principauté, disent qu'il y a des abus, et ils veulent généraliser les abus. Alors, j'ai essayé avec mon équipe depuis 7 ans de mettre en place des règles, par des arrêtés ministériels, par des ordonnances souveraines. Il faut lutter aussi contre les quelques rares cas d'abus, en mettant des plafonds de revenus, en vérifiant, voilà, donc... il ne faut pas tomber dans l'assistanat et il faut, je crois, si on est attaché au modèle social, être impitoyable avec les tricheurs. Si je regarde juste devant mes chaussures, je vous dirais la modernisation de la médecine du travail. C'est parce que c'est le projet de loi qui est en cours de négociation pour nous avec le Conseil national. Mais si... alors, une loi du niveau du droit de vote des femmes, je vais avoir du mal à entre eux, mais il y a quelque chose qui me choque profondément aujourd'hui, mais qui n'est pas facile, à mon avis, à régler par la loi, parce que c'est plus dans les mentalités qu'il faudrait faire bouger les choses. Mais si je pouvais contribuer un jour à
lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes dans le travail. Parce que quand vous regardez les carrières, vous vous apercevez qu'à diplôme égal et à poste équivalent, les femmes sont nettement moins bien rémunérées que les hommes. Je trouve que c'est une profonde injustice. Alors là, je crois que aussi bien dans mon entreprise précédemment que dans mes équipes aujourd'hui, elles peuvent témoigner que j'ai toujours voulu considérer les êtres humains pour ce qu'ils sont et pour leurs valeurs, et certainement pas par rapport à leur sexe. Mais je dis que c'est plus facile à exprimer qu'à réaliser, parce que vous pourrez toujours avoir de mauvais arguments. Je ne vois pas comment la loi va suffire, parce que vous pouvez toujours dire que c'est parce que l'homme est plus compétent, que c'est parce qu'il vous le nommez lui et pas la dame, parce qu'il a plus de compétences. Donc ça sera très compliqué à légiférer sur un sujet pareil. Voilà un beau défi en tout cas. Votre lieu refuge? Alors sans hésitation, ma maison de campagne sur les hauteurs de Monaco, c'est tout près, c'est déjà quasiment le Luberon pour ceux qui connaissent Saint-Martin-de-Peille, donc c'est voilà, une villa sur Saint-Martin-de-Peille. Le lieu où vous aimeriez vivre en dehors de Monaco, peut-être cette ville? J'ai eu la chance de faire des études internationales, puisque en ayant fait l'école supérieure de commerce de Paris, section Europe, j'ai passé plusieurs années à Paris, puis à Oxford, puis à Berlin. Donc j'ai vécu après à Londres pendant des stages. Donc si vous voulez, j'ai un peu connu la vie à l'étranger, et je vais vous dire, j'étais donc le mouton noir de ma promotion, parce que tous les diplômés de l'ESCP Europe en 86, donc l'année où j'ai été diplômé, avaient tous des carrières de manager international. Alors le hollandais partait à Londres, l'anglais partait à Berlin, le français partait à Amsterdam, et moi j'ai dit mais moi je rentre chez moi, parce que franchement je n'envisage pas de vivre ailleurs que dans ce pays. C'est pour moi la plus belle des vies. Faire passer l'intérêt général toujours avant les intérêts catégoriels et les pressions d'intérêt personnel, et c'est un vrai défi pour tout homme politique. Et je pense être fidèle, je dirais aussi être fidèle à ses convictions. La politique, c'est l'art du compromis. Il faut être sincère, on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut tout de suite sans concession. Mais tout l'art du politique, c'est de rester fidèle à ses convictions, c'est-à-dire le compromis, le pas vers l'autre, mais jamais dans le reniement de ses valeurs, jamais dans la compromission. Et c'est un sacré défi, ça aussi, hein, pour trouver le bon équilibre. C'est une question importante. Peut-être même, je suis d'accord avec ceux qui disent que selon l'issue de ces négociations, l'avenir de Monaco ne sera pas le même. Et donc on n'a pas le droit à l'erreur sur un sujet aussi essentiel. Moi, vous savez, dans les qualités des hommes politiques, on est obligé de répondre très vite à vos questions, mais il y en a une autre que je n'ai pas développée, c'est le pragmatisme. Comme disait Max Weber dans Le Savoir et la politique, c'est l'éthique de la responsabilité. C'est quelle est la conséquence de la décision qu'on prend pour sa communauté, pour son pays. Moi, je suis pragmatique, donc je me méfie des europhobes, qui par définition sont anti-européens par idéologie. Je me méfie des eurobéats, qui par définition sont toujours contents de tout ce que propose l'Union européenne par principe. Moi je crois qu'il faut qu'on soit europragmatique, et moi en ce qui me concerne, ma position elle sera très simple. À l'issue des négociations, si la colonne inconvénient est plus grande que la colonne avantage, il ne faudra pas qu'on ait d'accord, et si c'est l'inverse, il faudra qu'on ait un accord. Mais il y a des lignes rouges, hein, le prince l'a bien expliqué, qui sont fondamentales. Nous voulons rester ce que nous sommes. Nous ne voulons pas nous fondre dans un modèle qui n'est pas le nôtre. Nous ne voulons pas une uniformisation avec des règles européennes qui ne sont pas les nôtres. Si on veut un accord avec Monaco, il faut respecter nos particularismes. Les Monégasques veulent et doivent pouvoir continuer à vivre et à travailler dans leur pays. Ça veut dire priorité nationale, ça veut dire des professions qui leur soient réservées. Voilà, donc c'est à l'issue de, quand on connaîtra des réponses précises à des choses aussi vitales, qu'on pourra se prononcer. Si ces lignes rouges ne sont pas respectées, eh bien écoutez, aujourd'hui, je trouve que la principauté se porte très bien. Nous avons une belle croissance, nous avons des finances publiques saines, nous avons un modèle social qui nous est envié dans toute l'Europe, et dont je suis fier de pouvoir m'occuper. Donc on n'a vraiment aucune urgence et aucune obligation de signer un traité. Donc on est très libre. Les opinions sont respectables. Et quand on est démocrate, on ne jette pas d'anathème sur une opinion qui est différente. Donc j'entends les arguments de ceux qui pensent comme tu viens de dire. Moi je répondrai d'abord par les faits. Donc le prince souverain savait que j'étais président du Conseil national, et il a estimé lui qu'il n'y avait aucun problème à nommer le président du Conseil national du jour au lendemain dans son gouvernement. Ça c'est un fait,
Mais tu vas me dire, c'est dans le sens du Conseil vers le gouvernement. Alors pourquoi pas dans l'autre sens? J'ai dit aussi tout à l'heure qu'évidemment, il y a un délai évident, je veux dire, autour de nous, dans tous les pays du monde. D'ailleurs, il n'y a pas un pays, à ma connaissance, un seul pays qui interdise à des citoyens qui ont leur droit civique de se présenter aux élections. Donc, je n'ai pas trouvé un autre exemple dans le monde où cette loi serait appliquée. Mais le prince souverain, je me rappelle très bien, quand il est venu au Conseil national nous parler des institutions, j'étais encore président à l'époque, il a dit qu'il tenait d'abord à ces institutions, qu'elles fonctionnaient bien, il ne souhaitait pas qu'on les fasse changer. Et il a dit aussi que l'esprit de nos institutions, c'était le pas vers l'autre, c'était la compréhension mutuelle et la recherche du meilleur accord entre le gouvernement du prince et le Conseil national élu par le peuple monégasque. Donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'en étant au gouvernement et en ayant été longtemps au Conseil national, j'ai beaucoup de respect pour le Conseil national. Et je pense que le fait de pouvoir avoir une expérience des deux institutions, c'est plutôt une chose positive dans l'esprit qu'a développé le prince, c'est-à-dire la compréhension des uns par rapport aux autres et la recherche du pas vers l'autre. Donc moi je pense que de toute manière, le peuple est souverain. Donc pourquoi interdire les choses? Ceux qui pensent comme tu viens de le dire pourront s'exprimer, ceux qui pensent comme je le viens de m'exprimer s'exprimeront, et le peuple souverain choisira. Pourquoi interdire aux Monégasques d'avoir le choix? Voilà, moi je préfère la liberté du choix des Monégasques à l'interdiction. Mais chacun défendra ses convictions, si peut-être. Te rendre hommage, cher Jacques, parce que tu étais dans le Conseil national que je présidais de 2003 à 2008, et tu as toujours été, de ce point de vue-là, un précurseur, et tu m'as bien éclairé sur la T2A, à un moment où on nous expliquait encore que la T2A, c'est une chance formidable pour Monaco, et que ça serait beaucoup mieux pour l'hôpital. Donc toi, tu avais compris bien avant que ce n'était pas du tout le cas, et tu m'as aidé à bien le comprendre. Ce que j'ai fait après dans mon poste actuel me l'a bien confirmé. Donc il n'y a pas, Jacques, aujourd'hui, de décision qui soit prise, parce que, Dieu merci, nous avons pu, donc, quand je suis arrivé en 2010 dans ces fonctions, la France voulait nous appliquer la T2A en 2011. Et la première des choses que j'ai mis sur la table dans la négociation bilatérale dans la commission de sécurité sociale mixte, c'était de nous donner du temps pour nous adapter. Et moi, l'idée que j'avais, c'était de nous faire construire un nouvel hôpital adapté à la T2A, avec un seul grand bloc central, avec des moyens de mieux fonctionner, des lits autour de 14, des services autour de 14 lits pour rationaliser le personnel. Si on a le nouvel hôpital, on sera beaucoup plus à même de faire face à la T2A qu'avec cet hôpital pavillonnaire et ancien. Donc nous avons obtenu des résultats, puisque tu sais que la T2A n'est pas d'actualité, heureusement pour Monaco, elle n'est toujours pas appliquée par la sécurité sociale française, et nous avons obtenu que les Français ne nous l'appliquent que lorsqu'ils pourront facturer que les hôpitaux pourront directement facturer au fil de l'eau la T2A au CPAM, aux caisses primaires d'assurance maladie. Donc pour le moment, et un an de plus que ça. Donc pour le moment, ils ne pourraient pas le faire avant 2019, c'est-à-dire pas de T2A chez nous avant 2020. Mais ce n'est pas dit que ce ne soit pas repoussé, comme ça a déjà été repoussé. Donc ce n'est pas d'actualité, aucune décision n'est prise. Effectivement, il y a débat. Faut-il que les caisses sociales monégasques... Alors, il n'y a pas de débat sur un point. Il faut que les remboursements monégasques demeurent au niveau où ils sont aujourd'hui. Parce que le problème de la T2A française, c'est qu'elle a fixé beaucoup trop bas les remboursements de la Sécu. Et donc nous, avec notre hôpital, avec nos personnels 2 fois plus nombreux qu'en France, avec nos salaires mieux rémunérés, avec nos plateaux techniques beaucoup plus coûteux en investissement, etc., avec nos médicaments onéreux, on ne pourra pas compenser par le remboursement français le coût du malade français. Donc, mais nous, notre sécu sociale, elle va bien. Nous sommes à l'équilibre à Monaco, il n'y a pas de problème à la caisse de compensation. Donc nous avons obtenu, ça c'est acquis, qu'elle ne fasse pas d'économie, la sécurité sociale monégasque. Il y aura un maintien du même niveau de remboursement. Et le débat que tu poses est devant nous. Est-ce que ça doit être en T2A, c'est-à-dire avec des forfaits, mais qui seront donc supérieurs aux forfaits français, peut-être de l'ordre de 30%, à la louche, ou est-ce que nous devrons continuer, nous, à être en journée d'hospitalisation, mais c'est très complexe à gérer au sein d'un même service, une T2A et une journée d'hospitalisation, tu le sais mieux que moi. Donc, rien n'est décidé. Je pense que, et j'espère que nous n'aurons pas à décider trop vite, parce qu'au fond, voilà, moins la T2A s'applique vite à Monaco, et mieux c'est pour nos institutions sanitaires.
c'est qu'il ne relève pas de mes attributions, donc c'est un peu délicat cet exercice pour moi parce que on m'occupe du département des affaires sociales et de la santé et pas des travaux publics ou de l'économie, mais quelques réflexions alors de bon sens. Il y a évidemment un équilibre à trouver entre le développement économique de notre principauté, et on est tout petit, donc dès qu'on fait des chantiers, ben oui, on est impacté, c'est vrai, hein, sur la qualité de vie, et puis le respect, oui, du droit à la qualité de vie des Monégasques et des résidents. Ces choix sont très compliqués, c'est facile à dire comme ça, mais quand on dit, par exemple, très bien, quel chantier doit-on repousser? Qu'est-ce qu'on doit éliminer? Alors, le collège Charles III, le nouvel hôpital, les travaux qui permettront à la SBM d'avoir des recettes immobilières importantes pour compenser son déficit. Donc, quand on commence à regarder de près, c'est difficile, mais le courage, c'est de savoir décider. Donc, il y a sans doute des choix à faire dans les prochaines années, et il faut qu'on revienne à cette idée que la qualité de vie, c'est aussi très important que le développement de l'économie. Ta deuxième question, c'était la SMA. Alors ça, c'est un très vieux sujet, aussi un vieux débat. Dès 2003, je me rappelle, quand on arrive au Conseil national à l'époque, avec mon équipe, on se dit pourquoi on ne pourrait pas délocaliser l'usine d'incinération. C'est une belle idée, mais qui se heurte à un principe de réalité. Donc on revient à Max Weber, entre l'éthique de la conviction. On aimerait tous avoir une usine à l'extérieur de Monaco, récupérer des terrains, ne pas avoir de camions d'incinération à Monaco. Et puis l'éthique de la responsabilité. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on peut la mettre? Qui va l'accepter, cette usine? Est-ce qu'on est prêt à ne plus pouvoir exporter nos déchets quand il y aura des grèves dans des pays voisins? Mais de toute manière, aujourd'hui, on ne trouve pas de pays qui soit prêt à accepter de délocaliser notre usine. Donc je crois qu'on reviendra, à mon avis, à la conclusion qui nous dérange, parce que c'est pas la bonne solution, c'est la moins mauvaise, ou plutôt c'est la seule, c'est de conserver à Monaco une usine d'incinération. Par contre, il faut qu'elle soit... alors, pourquoi pas regarder des nouvelles technologies, mais je ne suis pas un expert. Ouvrons les consultations, on me parle de torches à plasma, on peut tout imaginer, lançons une consultation générale, mais sans doute sur le territoire de la principauté. Que le télétravail est un atout pour les Alpes-Maritimes et que cette loi peut créer des emplois. Donc je sais qu'il y a en projet un certain nombre de télécentres financés par le conseil départemental ou par des mairies. Et je crois que c'est un sujet auquel les élus français sont très sensibles. Donc je ne doute pas, comme vous avez bien raison de le rappeler, c'est un élément de succès, un élément clé du succès, c'est la qualité des connexions. Je ne doute pas que ça sera une préoccupation importante des responsables politiques proches de la principauté. Oui, je suis en train de lire, je viens à peine de commencer, la 4e révolution industrielle là, par M. Schwab, qui a été le fondateur de Davos. Et évidemment, la santé n'échappera pas à cette évolution du numérique dans l'économie. Alors, on peut penser quand même qu'un petit territoire où on a un maillage aussi extraordinaire de professions de santé à tous les coins de rue, de 4 même établissements de santé sur 2 km², a peut-être un peu moins besoin que des territoires reculés de santé numérique. Mais il ne faudrait pas s'arrêter à cette première analyse et évidemment suivre donc l'évolution notamment d'un dossier médical à travers les progrès du numérique. C'est incontestablement donner plus de chances de guérison et plus de chances d'améliorer la qualité des soins et du suivi médical. Donc nous y pensons, mais il y a des obstacles importants. Monaco n'a pas d'accord avec l'Union européenne aujourd'hui, donc l'exportation des données personnelles est très complexe entre un pays tiers et les pays de l'Union européenne. Donc si vous avez un médecin en France et un médecin à Monaco, ils ne peuvent pas légalement s'échanger des informations nominatives. Donc ça, c'est quand même un sacré problème. Et il faut bien le dire, il y a encore une grande réticence de beaucoup de cabinets médicaux à aller vers le numérique. Mais oui, je suis content que Monaco accueille un congrès en ce domaine. Oui, nous avons une cellule de réflexion au département. Et oui, c'est une évolution incontournable dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, le numérique. Une question très délicate pour un membre d'un gouvernement. Je crois que Jean-Pierre Chevènement disait, et sur ce point il avait raison, qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc vous dire qu'en 7 ans, il n'y ait pas eu des débats parfois un peu contradictoires au sein du conseil de gouvernement à Monaco, ça serait franchement ne pas avoir le langage de vérité auquel je tiens.
Donc j'ai parfois exprimé des avis, mais je les ai exprimés au sein du Conseil de gouvernement. Et ce n'est pas tant que je serai membre du gouvernement que je pourrai évidemment, et en tout cas c'est un devoir que je m'impose de réserve tant que je suis membre du gouvernement. Mais oui, forcément, heureusement qu'en 7 ans, je n'ai pas toujours été d'accord avec, sur tous les sujets avec l'ensemble de mes collègues. Hein. Ça serait d'ailleurs étonnant, hein, comment pourrait-il en être autrement. Par rapport à le débat politique, vous dites c'est aussi très délicat donc, pour un membre du gouvernement du Prince, mais moi je dirais, je vais rester dans l'esprit des institutions. Ma conviction profonde, c'est que nos institutions sont parfaitement adaptées à notre pays, à notre taille, à notre modèle social et économique, et qu'elles nécessitent pour bien fonctionner un gouvernement fort et actif, un Conseil national fort et actif. Et que voilà, cet équilibre-là, il est très important pour le Prince, pour les Monégasques et pour les résidents. Ça ne peut bien fonctionner que s'il y a des deux côtés des institutions, des partenaires qui se respectent et qui se font entendre et qui sont capables l'un et l'autre de défendre leurs convictions dans le cadre de leurs pouvoirs institutionnels. Donc je pense que pour que le Conseil national soit fort, entendu, actif, ce qui est indispensable pour la prise en compte des attentes de la population de Monaco, pour l'équilibre des institutions, et donc c'est l'intérêt du souverain et du pays, eh bien, plus nous aurons d'unité au sein du Conseil national, et mieux il sera entendu, et plus nos institutions fonctionneront bien. Donc voilà, c'est vrai que depuis quelques années, il y a un certain nombre d'affrontements et de divisions. Voilà, on peut peut-être souhaiter que dans le futur, les Monégasques et leurs élus retrouvent plus d'unité. Merci et une bonne journée à toutes et à tous. Au premier rang desquels le télétravail, mais ce n'était pas le seul.